merci d'être au rendez-vous d'Économie le Max sur i24 News. Au sommaire aujourd'hui, sera-t-elle le rempart ou au contraire la passerelle entre Daesh et l'Europe? 4 ans après la chute de Kadhafi, la Libye ne sait plus vraiment où elle en est. 2 parlements pour un pays plus divisé que jamais et la menace d'une prise de contrôle des puits de pétrole par les djihadistes. L'union nationale est-elle réellement possible? Elle est pourtant, sans doute, vous le verrez, la condition d'un avenir politique et économique pour cet ancien poids lourd du marché de l'or noir. Et puis autre pays déçu du printemps arabe, l'Égypte, qui si elle n'a pas sombré, peine à redonner confiance aux touristes et aux investisseurs. Le Caire veut désormais miser sur le high-tech. Un salon destiné aux startups locales avait lieu ce week-end tout près de la place Tahrir. Le point sur les opportunités de ce secteur, ce sera en seconde partie d'édition. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. On passe en revue pour commencer l'essentiel de l'actu éco-internationale. Et d'abord la première conférence ministérielle de l'OMC en Afrique. Réunion peut-être de la dernière chance au Kenya pour l'Organisation mondiale du commerce, puisqu'il s'agit de trouver un accord sur l'agenda du développement défini à Doha. En 2001, 14 années de divergence donc autour de ce projet censé libéraliser le commerce mondial sur une base multilatérale, avec des bénéfices particuliers pour les pays en développement. Principal blocage dans les négociations, les subventions à l'agriculture dans les pays du Nord qui faussent la concurrence au détriment des pays du Sud. Les 162 pays membres apparaissent divisés et c'est l'avenir même de l'OMC qui est sans doute en jeu à Nairobi. Si notre conférence ministérielle est réussie, cela va changer beaucoup de choses. Nous l'aurons revigorée, nous aurons une organisation renouvelée, j'espère modernisée. Mais cela va dépendre du nombre d'accords que nous pourrons amener à Genève pour les discussions et négociations de Genève en 2016 et après. La conférence qui se tient jusqu'à vendredi. Le bras de fer entre l'Europe et la Russie est bien parti pour se prolonger. À Bruxelles hier, les ministres européens des Affaires étrangères ont laissé entendre que les sanctions contre Moscou devraient être étendues. La décision aurait dû être actée par les 28 pays membres en fin de semaine dernière, mais l'Italie a demandé un report. Ce sera donc a priori jeudi lors du Conseil européen. Ces sanctions, on le rappelle, visent des pans entiers de l'économie russe, banque, pétrole, et sont destinées bien sûr à faire pression sur le Kremlin dans le dossier ukrainien. Les ministres qui ont exprimé leur point de vue aujourd'hui, beaucoup d'entre eux, probablement tous, ont indiqué que malgré le fait que nous allons dans la bonne direction pour la mise en œuvre de l'accord de Minsk, nous sommes encore loin d'avoir une mise en œuvre pleine. C'est une indication de la nécessité de prolonger les sanctions. Une Europe en quête d'unité pour pouvoir faire réellement pression. Un mot du marché automobile en Europe avec ce rebond spectaculaire des immatriculations, plus 13,7% sur un an au mois de novembre. 27e mois consécutif de croissance. Le vieux continent redevient le moteur du secteur aux côtés des États-Unis. Dans le détail, l'Espagne affiche la plus forte progression, plus 25%, plus 23% pour l'Italie. L'Allemagne, premier marché européen, voit ses ventes grimper de près de 9%. Du côté des constructeurs, plus 14,7% pour Renault, plus 13,6% pour PSA. Volkswagen progresse aussi, malgré le scandale, d'un peu plus de 4%. On poursuit en Asie avec le sommet en Chine de l'Organisation de coopération de Shanghai, groupe de 6 pays d'Eurasie, dont la Russie, le Kazakhstan et la Chine, qui promeut la coopération régionale. L'Inde et le Pakistan doivent s'y ajouter dès l'an prochain. Le Premier ministre chinois a proposé ce mardi la mise en place de différentes plateformes de coopération, notamment pour le commerce et la finance. Des projets communs de lignes ferroviaires et d'autoroutes doivent par ailleurs être lancés. Il est très important pour l'OCS de mettre en commun davantage de ressources, de libérer le potentiel de coopération et d'intensifier la coopération dans divers domaines. Nous venons de signer une série de documents et nous avons convenu de poursuivre la coopération avec les principes d'ouverture, de transparence, d'égalité et d'inclusion pour les 6 domaines suivants: la sécurité, la capacité de production, l'interconnectivité, la finance, le commerce régional et les moyens de subsistance. Cap sur l'Afrique du Sud et la fin sans doute de l'imbroglio autour du ministère des Finances. Face à la pression des marchés et aussi de son parti, le président Jacob Zuma a fait volte-face hier en remplaçant l'inexpérimenté David Van Rooyen, nommé patron des finances 3 jours plus tôt, par Pravin Gordhan, qui avait lui occupé le poste entre 2009 et 2014. De quoi redonner des couleurs à une monnaie locale au plus bas, le rand, plus 5,5% lundi, et aussi des espoirs à une économie en panne de croissance avec un chômage à 25%. Troisième nomination donc en 4 jours et des défis majeurs pour la deuxième économie africaine. Nous allons agir de manière fiscalement responsable. Nous ne dépenserons que l'argent dont nous disposons et nous le dépenserons à mesure que l'on en gagnera davantage. La question est, comment en gagne-t-on davantage ?
La seule manière, c'est développer l'économie, élargir l'assiette fiscale, réduire les niches fiscales ou augmenter les taxes. Et puis en Amérique du Sud, qu'on se le dise, la rupture est en marche. En Argentine, le nouveau président libéral Mauricio Macri a annoncé hier une réduction majeure des taxes pour l'exportation de matières agricoles. Il répond ainsi aux attentes des producteurs locaux au risque d'une saturation des marchés du grain et du soja dont les cours sont déjà relativement bas. L'Argentine est le 3e producteur et exportateur mondial de soja. Nous sortons d'une décennie où nous avons perdu en compétitivité, comme rarement par le passé. Cela nous laisse dans une situation d'extrême vulnérabilité. Nous devons encourager les exportations, les investissements, l'innovation. C'est pourquoi, à partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus de taxes sur les exportations industrielles en Argentine, parce qu'elles ne sont pas appropriées. On se tourne à présent vers la Libye, où sont passés les espoirs de liberté, de démocratie, nés dans la foulée de la chute de Mouammar Kadhafi. 4 ans plus tard, les rêves d'un Dubaï de l'Afrique du Nord ont laissé la place au chaos et à une constellation de milices. Illustration de ce déchirement, ce sont 2 parlements, l'un à Tobrouk, l'autre à Tripoli, qui se partagent le pouvoir. La conférence de Rome ce week-end a permis d'apporter un soutien international au projet de gouvernement d'union nationale qui doit être signé demain. Le temps presse, car les puits de pétrole vitaux pour cette économie sont désormais sous la menace de Daesh. Johanna Citruc. C'est d'une voix unanime que la communauté internationale s'est exprimée dimanche à Rome. Du secrétaire d'État américain à la chef de la diplomatie européenne, en passant par le ministre italien des Affaires étrangères, tous étaient réunis pour soutenir la Libye. Car un peu plus tôt la semaine dernière, les 2 parlements rivaux ont finalement réussi à s'entendre afin de former un gouvernement d'union nationale. Jusque-là, la nouvelle chambre, élue en juin 2014, n'était pas reconnue par la plus ancienne, dominée par les islamistes. Nous nous sommes mis d'accord à l'unanimité pour soutenir le nouveau gouvernement qui verra le jour grâce à l'accord entre les Libyens. Il aura entre autres le soutien des Nations Unies, mais aussi des soutiens économiques pour permettre le processus de stabilisation de la Libye. Après la chute de Mouammar Kadhafi en 2011, la Libye réussit à se relever. La croissance dépasse les 10% et le PIB par habitant devient le plus élevé du continent africain. Mais le pays commet une erreur. Il mise tout sur son pétrole. Alors que les cours s'effondrent, s'engage une véritable bataille pour contrôler les revenus issus de l'or noir. Les 2 gouvernements s'affrontent, pendant que le groupe État islamique progresse. Daesh compterait entre 2 et 3 000 combattants en Libye. Là encore, leur objectif est clair, accéder aux puits de pétrole. Nous ne pouvons pas permettre que le statu quo perdure en Libye. C'est dangereux pour la viabilité du pays, c'est dangereux pour les Libyens. Et maintenant que Daesh y renforce sa présence en migrant exprès là-bas, c'est dangereux pour tout le monde. En 5 ans, la production pétrolière a été divisée par 4. Aujourd'hui, elle est passée sous la barre des 400 000 barils. Résultat, le déficit public a explosé. En 2014, il a atteint plus de 16 milliards de dollars, 44% du PIB libyen. Un pétrole vital pour la Libye. On interroge à présent Hélène Bravin. Bonjour. Oui, bonjour. Spécialiste de la Libye, chercheur associé à l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. On l'a dit, l'avenir à court terme de la Libye passe forcément par le pétrole. Lorsque la production atteint son rythme de croisière, c'est à peu près 1,5 million de barils par jour. Et ça place la Libye dans le top 5 mondial. Est-ce qu'il y a urgence à retrouver ces niveaux de production, d'après vous ? Bien sûr qu'il y a urgence. Le pétrole est le revenu principal de la Libye. Il faut absolument que les Libyens rétablissent leur production le plus rapidement possible, ne serait-ce que pour avoir des recettes qui financent l'ensemble du pays. Ouais. Alors on sait qu'on parle d'une économie très peu diversifiée justement. Où sont les principales carences de ce pays ? Déjà la déliquescence peut-être des services publics, ça passe par là d'abord ? Écoutez, une déliquescence des services publics passe naturellement par la formation de personnel au niveau de la santé, au niveau de l'éducation. Donc, Kadhafi avait commencé à demander une formation au niveau de la santé. Les hôpitaux étaient là, avec du matériel qui a été volé juste après la révolte. Donc il manque une formation sérieuse dans ce pays.
Ouais. Alors le potentiel est pourtant important. La Libye a affiché il y a 2 ans le plus gros PIB par habitant d'Afrique du Nord. L'Union nationale, le retour en tout cas d'une stabilité politique et sécuritaire, est-ce que ça suffirait pour rassurer un petit peu les investisseurs ? Oui, parce que aujourd'hui les investissements sont arrêtés parce qu'il y a 2 gouvernements, 2 parlements qui désorientent les investisseurs. À qui doivent s'adresser les investisseurs? C'est la question. Tant qu'il n'y aura pas d'unité nationale, les entreprises ne peuvent pas s'adresser soit à l'un soit à l'autre. C'est impossible. Il faut qu'il y ait une unification pour permettre justement à ces investisseurs de revenir. Ouais, donc la Libye qui reste un pays attractif en soi. Merci beaucoup Hélène Bravin pour ces explications. On rappelle que vous êtes l'auteur de Kadhafi, vie et mort d'un dictateur aux éditions Bourrin, paru en 2011. On reste en Afrique du Nord avec donc cet autre pays du printemps arabe, à la peine lui aussi. L'Égypte n'attire plus autant les touristes et les investisseurs depuis que l'instabilité politique et sécuritaire y est devenue chronique. Le pouvoir multiplie pourtant les initiatives pour relancer l'économie du plus grand pays arabe. Canal de Suez, 2e version, découverte aussi de gaz récemment et aussi le secteur du high-tech. Un salon dédié aux startups locales avait lieu ce week-end au Caire. Le résumé avec Daniel Roth et Laura Duhamel. Ces dernières années, l'Égypte a plutôt fait la une de la presse pour son instabilité politique que pour son écosystème start-up. Mais aujourd'hui, le pays fait son entrée dans le monde du high-tech. Grâce au sommet Rise Up, qui signifie « Lève-toi » en français. Il s'est tenu ce week-end au Caire, à quelques minutes à peine de la place Tahrir. Rise Up est le premier sommet qui invite des entrepreneurs et des gérants de petits commerces qui sont innovants à rencontrer des investisseurs, des organisations caricatives, des entités gouvernementales ou toute autre personne qui peut les aider à démarrer ou à faire grandir leur société. Et ils sont venus nombreux. Plus de 4000 personnes originaires d'une dizaine de pays ont répondu présents à cette 3e édition. Objectif, faire des rencontres, échanger des idées et développer ses projets. Je pense qu'il y a des tonnes d'opportunités ici. Je pense que de façon générale, elles ont été sous-estimées. Dans d'autres régions du monde où des marchés similaires et de même taille existent, cela fonctionne. Donc nous sommes optimistes. Nous pensons que plus de personnes vont se lancer dans ce marché. En ligne de fond, l'espoir que cet événement séduise de plus en plus d'entrepreneurs dans le high-tech et les encourage à innover. Renforcer l'économie égyptienne est aujourd'hui une priorité. Nous essayons de créer un pilier supplémentaire pour l'économie égyptienne, un pilier qui s'additionnera à ceux de l'industrie et du tourisme. Donc nous pensons que les startups, et tout spécialement les startups high-tech, peuvent devenir un atout majeur pour notre économie. Et la conférence semble avoir porté ses fruits. Dans un pays en pleine lutte pour stabiliser son économie, développer un écosystème high-tech est une véritable clé du succès. Le high-tech peut être un atout de plus donc pour l'Égypte. On passe tout de suite au Media Watch. La revue de presse qui nous emmène aujourd'hui aux États-Unis. Bonjour Johanna Citruc. Bonjour David. Alors la présidentielle c'est l'an prochain et ça fait toujours vendre. Oui, cette fois c'est le Washington Post qui profite de ce juteux business. Le quotidien a sorti une application qui s'appelle Floppy Candidate. Il s'agit d'un jeu inspiré du célèbre Flappy Bird qui avait séduit en 2014 des millions d'utilisateurs. Le concept est assez similaire, mais au lieu de faire voler des oiseaux à travers des obstacles, eh bien il faut faire évoluer les candidats à la présidentielle dans un environnement semé d'embûches. En parallèle, il y a des quiz sur l'actualité pour gagner un petit peu plus de points, pour augmenter son score. Sans oublier le petit coup de pub, évidemment, les derniers articles du Washington Post qui sont disponibles depuis la page d'accueil du jeu. Comment joindre l'utile au divertissement. Toujours aux États-Unis, Johanna, Seattle devient la première ville qui autorise les chauffeurs Uber à se syndiquer. Oui, c'est une première aux États-Unis. Les chauffeurs Uber vont pouvoir faire partie d'un syndicat. Alors, ils n'auront pas pour autant le statut de salarié, ils restent indépendants, mais c'est tout de même une première étape qui est franchie car ils pourront négocier avec leur compagnie
plus simplement, plus facilement. Comme dit le proverbe, l'union fait la force. Donc en groupe, leurs revendications auront plus de poids. Et d'après la municipalité de Seattle, si le texte a été voté, c'est justement pour donner plus de pouvoir aux chauffeurs de VTC, car beaucoup gagnent moins que le salaire minimum, même si Uber se défend en expliquant offrir des opportunités et surtout de la flexibilité à ses travailleurs. Et aussi de la précarité. Et puis puisqu'on parle d'Uber, Johanna, on termine avec une jolie histoire qui s'est passée en Inde. Oui, à New Delhi, une jeune femme sur le point d'accoucher appelle une ambulance pour la conduire à l'hôpital. Le véhicule ne vient pas, elle décide donc de prendre un VTC, un Uber, mais c'est trop tard, elle donne naissance à son enfant dans la voiture. Alors rassurez-vous David, la maman et son bébé se portent bien et pour se souvenir de ce jour particulier, elle a décidé d'appeler son fils comme la société Uber. Quel joli prénom. Merci beaucoup Johanna pour cette magnifique histoire. Fin de cette édition, merci à vous d'avoir été avec nous. Économie Le Mag revient demain sur i24 News. Israël au programme notamment, le shekel, l'euro, l'immobilier, on verra tout cela et l'information continue. Restez avec nous.